Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. J'ai toujours eu envie d'aborder le sujet de la sexualité sur Prenons un café, mais je ne parvenais pas à trouver le bon angle. Je ne voyais pas comment on pouvait obtenir un regard objectif avec le témoignage d'une seule personne. Et puis, dans la vraie vie, j'ai eu des discussions sur le sujet avec mes copines et eureka, la solution était trouvée. L'épisode qui traiterait de sexualité sur Prenons un café se ferait dans ce contexte. Tu vas vite comprendre que les copines en question ne sont pas des inconnues, puisqu'elles ont toutes les trois déjà raconté leur histoire sur Prenons un café. Aujourd'hui, tu vas entendre parler de sexualité avant, pendant et après la grossesse, de couple, de plaisir en solitaire, d'allaitement, de périnée, de pilule, d'éducation et de consentement. Tu vas entendre des rires, des confidences, des références à Bridgerton. Tu vas entrer dans un monde de confiance, plus que jamais sans tabou ni complexe. Tout ça grâce à Louise, Pauline et Sylvana, trois nanas extraordinaires que je suis fière de compter dans ma vie. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut les filles, bienvenue sur Prenons un café. Salut. Alors pour resituer, aujourd'hui on fait un épisode donc à 4 voix. Donc il y a la mienne, moi je m'appelle Élise, enchantée. Il y a celle de Pauline qui est plus connue sous le nom de Break Your Day sur Instagram et qui était déjà dans le premier épisode de Prenons un café. Il y a Louise qui est connue sous le nom de Louisati, qui est l'épisode 7 de Prenons un café, et Sylvana, que vous connaissez peu si vous me suivez, qui est dans les épisodes 9 et 33. On va parler aujourd'hui de sexualité avant grossesse, après grossesse, pendant grossesse, bref, on va parler cul. Est-ce que vous pouvez déjà, parce que je vous ai à moitié présenté, mais vous présenter succinctement. On va commencer par Pauline. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, s'il te plaît ? Bien sûr, donc moi c'est Pauline, j'ai 2 enfants, j'ai 33 ans, je suis mariée et je suis à mon compte. Je suis rédactrice web, community manager en freelance. Merci Pauline. À toi Louise. Moi c'est Louise, j'ai 33 ans, je suis maman de Isée qui a 2 ans et demi. Je suis fondatrice d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Cozy et également connue sur Instagram sous le nom de Louisati où je suis un peu une sorte d'influenceuse vite fait. Voilà. Vite fait. Et Sylvana, on a dit succinctement, vas-y. Oh, c'est dégueulasse de préciser, je peux faire cet effort. Alors, c'est parti, exercice. Alors moi, c'est Sylvana, j'ai 29 ans, je suis mariée, j'ai une petite queen de l'âge de 8 mois et demi. Et professionnellement, je suis gourmande en chef. Je réalise des buffets sucrés et salés pour tout type d'événements. Et accessoirement, je suis co-créatrice du Banana Café, que tu dois connaître un petit peu, ce fameux café family friendly au cœur de la métropole lilloise. Vaguement. Je le connais vaguement, mais je suis pas sûre encore d'avoir tous les détails. Bon alors, on va entrer dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. On est là pour parler sexe et pour une bien bonne raison, c'est que en discutant en privé, nous avons constaté que nous avions toutes les 4 des façons de vivre nos vies sexuelles différemment et que la maternité a influé différemment sur celle-ci. Ça ressemblait à quoi votre vie sexuelle avant d'avoir des enfants ? Ma vie sexuelle avant d'avoir des enfants, elle était assez similaire à celle actuellement. Il n'y a pas eu d'énormes, il y a eu des évolutions liées à d'autres thématiques, mais elle était épanouie, moins épanouie que maintenant. Mais elle était équilibrée, joyeuse. On était sur la même longueur d'onde, en tout cas avec mon partenaire actuel. C'était très cool. Moins cool que maintenant, mais c'était très cool quand même. Pauline, toi, à quoi ressemblait ta vie sexuelle avant d'avoir des enfants ? Elle était plus simple dans le sens où c'était quand on voulait, on pouvait. Maintenant, ça demande un petit peu plus d'aménagement, mais pareil, c'était une vie sexuelle épanouie. Elle l'est encore davantage maintenant après les grossesses, mais c'était plus simple, ouais, on va dire ça, pour résumer. Et toi, Sylvana ? Alors cette fois-ci, je vais pas faire court, désolée. Vas-y.
Alors, je pense comme beaucoup de couples, il y a eu la phase, honeymoon des débuts où tu comptes pas les fois où tu le fais, et tout va très bien, c'est épanoui et cetera. Puis, je fais un petit loop dans le temps, arrive la phase où on essaye de faire un bébé et comme vous le savez, nous, dans le contexte, de l'épisode 9, n'est-ce pas? C'était tout sauf, naturel finalement, ça impliquait autre chose. Quand on fait un bébé avec un fond sonore de parcours PMA, la sexualité déjà, elle est très différente finalement parce que faire l'amour, déjà, c'est plus trop faire l'amour, c'est faire un bébé. Et il y a une question de performance, en tout cas d'objectif à atteindre. On n'est plus là juste pour le plaisir, on est là vraiment pour atteindre un objectif commun de famille qui est de faire un bébé et ça change complètement les choses et les lignes dans la libido. Du coup, parce que j'entends encore cette phrase quand on disait aux gens oui, bah là on essaye de faire un bébé. Ah bah ça va, c'est cool, c'est quand même sympa comme passe-temps. Ah ouais, non, c'est chaud en fait. La sexualité, quand tu essaies de faire un bébé et que tu n'y arrives pas, elle n'est pas la même. Elle est timée, elle est au niveau du calendrier et du coup, il y a beaucoup de moments où en fait, tu n'as pas envie de le faire ce bébé parce que le mois dernier déjà t'as tout donné et ça n'a pas marché et en fait t'as cette déception là à encaisser et à remettre sur la table mais non sur le lit en l'occurrence. Du coup ouais c'est compliqué donc il y a eu une phase où ça a été pas toujours évident où je le dis très honnêtement, il y a des fois où ça tombe très bien dans le cycle, le petit bâton dit que je suis en ovulation et en fait, en face, il a juste pas envie. Ce qui est normal. Il a le droit de ne pas avoir envie de copuler à ce moment-là. Sauf que toi, tu vois ton bâton en mode ovulation, tous les feux sont rouges, tu as pris ta température, tout va bien et c'est maintenant. Tu le sais que c'est maintenant. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? Est-ce que tu vois, c'est censé être un moment intime de partage de tout ce qu'on sait, et là, tu es dans cette réflexion ou alors pire encore, quand c'est toi qui as eu les injections et toi, t'as pas envie en fait ce soir-là. Est-ce que tu te forces, est-ce que tu te forces pas? Est-ce que tu pars dans je fais ce bébé dans ces conditions-là ou pas? Bref, toujours est-il que c'était pas toujours évident. Et d'ailleurs, le seul soir où je sais pertinemment le soir où on a conçu Théa, je le sais parce que c'est un soir où on avait très 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 envie et qu'on n'a pas regardé les bâtons de population et qu'on n'a rien regardé. Ouais. Comme quoi. Mais tu vois, justement, c'est important que tu soulignes ce point-là parce que c'est un point que j'allais aussi apporter parce que Pauline et Louise, vous avez pas eu de difficultés particulières pour concevoir les enfants, Ouais. c'est ça? Non. Et justement, moi, c'est vraiment le processus inverse de Sylvana, c'était de se dire, juste après, imagine là, on vient de faire un bébé. Et donc du coup, c'était encore plus magique et encore plus fort le truc parce qu'on se disait: «Ça se trouve, on est en train de fabriquer le fruit de notre amour». Et effectivement, j'ai pas connu ça et chapeau bas quoi, parce que franchement, c'est vraiment pas évident. Ouais. Et bah tu vois, moi je suis un peu dans ce cas de figure-là où moi clairement, le moment où on a décidé de faire un bébé, c'est les moments où en fait ma libido elle était au max en fait, où t'avais ce petit côté un petit peu parce que tu vois chez moi ça a pris que 3 mois donc forcément t'as pas ce côté de pression de dire ben ça marche pas ou quoi et puis moi je savais que ça marchait vu que j'étais déjà tombée enceinte 10 ans auparavant donc j'avais pas cette pression là de me dire ouais je sais pas si ça va marcher ou pas, je savais que j'étais fertile et du coup ce petit côté de ouais en fait peut-être qu'on a réussi à faire peut-être qu'on a fait un bébé et tout, tu te rends compte c'était tellement fou et puis tu essaies de te souvenir de dire alors attends parce que si ça a marché de là il faut que je me souvienne de la fois où ça a marché ou quoi et évidemment en fait tu te souviens de la fois où ça a marché enfin moi je m'en souviens mais d'ailleurs la date qu'ils m'ont donnée enfin que le gynéco m'avait donnée c'était pas du tout cette date là parce qu'on n'a pas fait l'amour cette date là mais tu le sais tu vois et c'est vrai que la démarche elle est déjà bien différente. Et est-ce que Sylvana, ça vous arrivait de faire quand même, d'avoir une vie intime hors période d'ovulation? Ben un peu parce qu'en fait tu te reposes. Non mais c'est con. C'est une vraie réalité différente en fait. C'est pendant 2 semaines tu donnes tout. Tu donnes tout, tu donnes et encore 2 semaines, non là j'ai pris le calendrier très large. Pendant 1 semaine tu donnes tout, tu te forces quelque part parfois à dire bon ben voilà c'est mathématique, tu prends 2 gamètes, tac ensemble ça fait un bébé donc on va mettre autant de gamètes possible face à l'autre gamète et on va essayer de faire un bébé donc tu
tu vois, c'est l'esprit très cartésien là qui réagissait en disant, bah, plus on le fait, plus il y a de chances de tomber enceinte. Et c'était pas forcément fait dans les bonnes conditions. Et du coup, sur le temps restant, où c'est mathématiquement pas possible, bah, en fait, tu essaies de te reposer, de faire autre chose. T'as pas forcément envie de te retrouver parce que tu sais que tu vas devoir tout donner dans. Tu vois, je sais pas. Et puis après, hormonalement, moi, je suis très cyclique pour le coup. Tu vois, ma libido est bien autour de ma période d'ovulation. Donc, quelque part, Ouais. il n'y avait pas l'envie non plus qui naissait en dehors de ce temps-là. Donc, non, on ne se retrouvait pas nécessairement sur l'intime en dehors de la fameuse période. Ouais. Et alors, un jour, on a toutes fait pipi sur un bâton qui s'est avéré positif. À ce moment-là, chez vous, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre sexualité, le fait d'être enceinte? Louise, tiens, il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Non, sur le coup, ça a pas changé quelque chose. Oui et non, c'est plutôt moi, j'ai ressenti tu le sais, quand j'en ai parlé pendant l'épisode, j'ai ressenti une frayeur, mais extrême, quand je suis tombée enceinte, quand j'ai vu le bâton positif. Moi, c'était la panique à bord. Même si c'était voulu, j'étais pas prête. C'était trop tôt, donc ça a refroidi un peu le truc en mode, j'étais plus préoccupée du comment je vais me sortir de ça. Voilà, donc pendant quelques semaines, c'était un peu en mode, on se projetait, etc., mais on était plus tendre plutôt que chaud patate, quoi. On était plutôt en mode, ok, viens, on se fait un petit bisou, mais c'est bon, quoi. On va s'arrêter là, on va essayer de survivre déjà cette nouvelle, quoi. Donc, Ouais. Et toi, Pauline, le fait de tomber enceinte, est-ce que ça change quelque chose? Non. Mais parce que toi, tu es la seule d'entre nous qui a 2 enfants. Du Oui. coup, tu peux peut-être nous parler justement des éventuelles différences qu'il y a eu entre première et deuxième grossesse? Alors, les différences, elles tiennent surtout au niveau de mon corps, où aux premières grossesses, j'avais pris énormément de poids. Donc c'était plus, voilà, c'était moi qui ne m'acceptais pas et où je m'aimais pas du tout, donc j'avais vraiment un problème avec ce corps-là. Pour la deuxième grossesse, j'ai pas pris autant de poids, donc du coup, j'avais pas cette barrière, physique de me dire, «Je suis dégueulasse, donc il va me trouver dégueulasse». Donc non, pour le coup, moi, quand j'ai appris ma grossesse, alors là, c'est vraiment, à aucun moment, je me suis dit que ma sexualité allait différer, quoi. C'était pas un problème. Mmh. Et toi, Après bon, Sylvana? 3e Ouais, trimestre, vas-y. c'est une autre question, enfin, quand Bon, on en reviendra physiquement. justement parce que là, on est surtout sur les sensations, sur les envies, et puis après, on reviendra au, entre guillemets, handicap physique de la grossesse. Mais parce que c'est un sujet, clairement. Et toi, Sylvana, du coup, une fois enceinte, parce que j'imagine, t'as plus cette barrière-là, t'as plus cette compétition avec toi-même de tomber enceinte. Comment ça se passe à part le fait que t'as dormi pendant 3 mois, je veux dire. C'est ça, j'allais dire, globalement, ça n'a pas été non plus de ce côté-là, puisque j'étais en hibernation. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle le consentement. Et puis, ça peut s'apparenter à du viol, cette histoire, tu vois? Ah, moi, j'ai passé les 2 premiers mois et demi à dormir. C'est-à-dire que le peu d'énergie que j'avais, je le donnais sur les réseaux, avec la campagne du Banana Café qui se terminait, vraiment, j'étais au taquet. Mais dès que j'éteignais mon téléphone, il fallait plus me parler. Enfin, c'était, hop, hop, batterie. Quand François rentrait, non, mais non, il y avait pas de sexualité à ce moment-là. Il y avait, il faut que je me lève pour manger ou prendre une douche. On va rester couchés, tu vois? Donc non, Ouais. non. Parce que c'est aussi un sujet, ça, le conjoint pendant la grossesse. On entend pas mal, enfin moi j'ai entendu en tout cas pas mal de nanas qui me disaient que par exemple leur mec refusait de faire l'amour parce qu'ils avaient peur de toucher le bébé ou ce genre de choses, alors que c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Ou alors vous êtes incroyablement membrés, messieurs, mais c'est quand même clairement pas possible d'aller toucher le bébé. Mais ça peut créer des blocages. Est-ce que chez vous, ça a été un sujet, ce sujet de la sexualité enceinte? Ouais, moi, ça l'a été un peu, mais plutôt de mon point de vue. Parce que bon, avec toute mon histoire qu'il y a derrière, etc. Mais moi, voilà, pour expliquer clairement, avec Raphaël, on aime bien s'amuser. Donc, quand on a des rapports tous les deux, on aime bien que ce soit, voilà, on aime bien que ce soit fun, etc. Voire des fois un peu fou, quoi. Et le fait de me dire que je portais un enfant en moi, j'étais là en mode, ouais, c'est un petit peu trop hot là ce que tu as envie de faire, calm down, joue là gentil, quoi, tu vois. Et du coup, moi, je me suis un peu auto-bloquée en me disant, tu peux pas faire ça, tu vas être maman. Si ta fille, elle savait, enfin, tu vois, genre de trucs, tu vois, où j'étais un peu en mode, bon, bah, ok. Donc, je me suis auto-sabotée, quoi, le truc, quoi.
Ouais. Mais Raphaël, Tu t'es mis une image de mère, en fait, avant d'avoir une image de femme. moi, j'avais mon image de Madone dans la tête, genre, t'es une maman, tu dois être pure, etc. Bon, maintenant, c'est rien à foutre, mais mais à l'époque, ouais, c'était dur, ouais. Et toi, Pauline? Non, mais il m'a quand même demandé. Il m'a dit, «Est-ce que, ça pose problème ou quoi, par exemple à ta gynéco?» J'en ai parlé parce que, bah, forcément on ne sait pas tout. Surtout on ne dit pas tout parce que, la sexualité pendant la grossesse, bah, voilà, c'est p On n'en parle pas, hein. oui, clairement on n'en parle pas. On est là, hein. C'est une fois qu'on a fait le bébé, c'est tout, mais non, c'est pas Bah, c'est t'as pas plus ça, besoin de on sexe con après, en vrai. voilà, mais on continue à vivre. Mais on ne fait pas du sexe pour faire des enfants. Ça se saurait. Donc toujours est-il que, j'ai quand même demandé à ma gynéco, elle m'a dit, «Banco, pas de problème», tout ça. Donc ça l'a rassurée, puis c'est tout. C'était le seul questionnement, puis voilà. Ouais, OK. Est-ce que vous avez, par exemple, pourquoi pas, une petite anecdote ou un souvenir d'un moment où vous avez été physiquement bloqué dans un désir sexuel? Moi, j'étais très, très horny tous les jours à 16h. Et Raphaël, il n'était pas à la maison, quoi. Et donc là, j'étais vraiment bloquée parce que je me disais, mais en fait, c'est maintenant, en fait. C'est pas à 21h, parce qu'à 21h, j'étais KO, quoi. J'en pouvais plus de ma life. À 16h, j'étais là, mais au secours, quoi. Il faut, tu vois, il faut faire un truc, quoi. Donc, ouais, moi, ça, c'était un peu pénible parce que j'avais toujours des envies, mais jamais au moment où on était tous les deux, quoi. T'avais pas un peu ça aussi, Sylvana? Ah si, mais complètement. Moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, Louise. C'est-à-dire que autant le premier trimestre, hibernation, bon, ça on a compris. Le deuxième, mais fire in the freaking hole. Mais, oh, bon horaire, tu vois. Désolée, ça c'est... Faut le mettre la censure aussi au début de ton podcast, ma grande. Bah, je mettrais un parental advisory. Voilà. Non, ouais, deuxième, parce que on parle souvent de ce deuxième trimestre comme étant le trimestre de la révélation, de la libido hyper exacerbée, etc. chez les femmes. Alors, globalement, moi, j'ai pas trouvé que c'était très vrai. Et je mettrais même une nuance. Elle était plus exacerbée que d'habitude, mais avec moi. Je Ouais. m'explique. C'est-à-dire que, alors non seulement il y avait cette histoire d'horaire, ok, là j'ai très envie, mais il est 14h30, parce que moi c'était 14h30. Voilà, je le sais. Il est 14h30, 15h max. Tu vois. Là, il faut l'homme, mais il est en pleine réunion. Donc, quand on voit des aubergines, bah, il répond pas, tu vois. Et le problème, c'est qu'à 21h, quand bien même il soit là et moi j'ai envie, et ben, j'ai pas envie avec lui. Je sais pas comment m'expliquer. J'avais envie de me donner tout cet amour à moi, tu vois. Et j'avais pas cette barrière du fait qu'elle était, que j'étais enceinte ou quoi que ce soit. Non, au contraire. Mais c'est un amour que j'avais pas envie de partager. Ouais. Voilà, je le ressens un peu comme ça. Et Donc, t'en discutais avec lui? J'ai pas assez verbalisé, j'avoue. J'avais peur de le vexer. Ouais. Ah, mais je comprends, hein. Non, je m'accrochais à ce prétexte de ouais, mais j'avais envie à 14h30, t'étais pas là, tu vois. Ouais. Et Mmh. je quittais tout le reste qui était qu'en fait, il aurait été là à 14h30, peut-être que j'aurais pas eu envie avec lui, en fait. Ouais. Ben moi j'avais des envies et ça c'est pour le coup enceinte mais genre 3e trimestre, j'avais très très envie mais je me trouvais handicapée dans ce corps en fait. Je n'arrivais pas à trouver une position confortable. Après moi j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, j'ai pris 20 kilos plus mais et en fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose de soit j'étais mal à l'aise, soit ça me faisait mal, enfin j'arrivais pas à trouver une position confortable pour y arriver. Pas pour y arriver, c'est pas une performance, mais pour être bien dans le truc. Du coup, je me m'auto-censurais et je dis bah non, c'est pas grave, on fera après. Bon, sauf qu'après, je savais pas qu'après il y avait tout ça. Hein. C'est que je m'étais imaginé non, mais c'est bon quand le bébé sera né, que je serai plus enceinte, ça ira mieux. Et c'était une croyance, vraiment, c'était quand j'aurais pu ce ventre en fait qui prend trop de place pour me donner de la liberté dans mes mouvements, ça ira mieux. J'étais persuadée de ça. Alors, nous, parce que tu fais penser à un truc, le 3e trimestre, tu étais bloquée physiquement. Alors, moi, j'ai pas pris beaucoup de kilos, donc franchement, j'étais assez... on me voyait danser tous les jours sur Insta, donc j'étais assez mobile. Par contre, l'autonomie nous a fait faire marche arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade de communication, justement, intra-utéro, dans ce trio qui est papa, maman, bébé,
où, enfin, c'était complètement lunaire. François arrivait à la déplacer presque par la pensée. Il posait sa main sur le dos. Non, mais je déconne pas, Louise. C'était un vrai truc en mode mais de Yoda, tu vois. Non, c'était un bordel. On n'y croyait même pas, nous. Mais vraiment, ça marchait. Il posait sa main sur mon dos, elle venait se coller à lui. Enfin, elle réagissait instantanément. Et à un moment donné, c'est lui qui m'a dit non, mais là, par contre, c'est un peu chelou. Mais du coup, justement, la nana à qui enfin, c'était une nana ou un mec, je sais pas, qui vous faisait l'autonomie, elle vous a pas dit que potentiellement c'était cool que vous fassiez l'amour parce que Théa pouvait sentir que vous étiez connectés, amoureux ou heureux, ou j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça? Bah, le problème, c'est qu'il y a eu le Covid et qu'en fait, on avait assez, comment expliquer ça? On a eu assez de connaissances pour rentrer en communication avec notre fille avant le 5e mois, je dirais. Après, il y a eu le confinement. Et du coup, toute cette période-là qu'on aurait pu vraiment exprimer avec l'autonome en rendez-vous, etc., a été complètement occultée. Et j'avoue qu'on est passé à autre chose. Okay. Voilà. Mais nous, on est resté avec en fait, non, là, on fait pas l'amour qu'à deux, quoi. Donc, c'est très, très, très bizarre. On l'a pas trop fait non plus au 3e trimestre. Oui, je suis en train de dire qu'on a quasiment pas fait l'amour en 9 mois. Oh Bah oui, mais en même temps, c'est la réalité de beaucoup de personnes, en fait. Et c'est pour ça, je trouve ça intéressant de faire ce podcast avec des personnes qui vivent la sexualité différemment, parce qu'en fait, ça montre qu'il n'y a pas de règles, et ça, c'est important, qu'il y a des femmes qui font l'amour pendant 9 mois pendant leur grossesse, pendant qu'il y en a d'autres, enfin, des femmes, des couples, pendant qu'il y en a d'autres qui le font pas du tout, et c'est ok, en fait. Il y a pas c'est pas une course à la performance, c'est surtout une écoute de soi, une écoute de son couple, et d'être en harmonie avec soi-même. Moi, ça me dérange pas, parce que je suis pas quelqu'un de très porté sur la sexualité. En soi, j'en ai pas besoin pour m'épanouir particulièrement. C'est cool, j'aime bien. Quand on se rencontre sexuellement, j'aime bien. Mais en soi, moi, c'est quelque chose sans lequel je peux vivre, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, n'est-ce pas, Pauline? Tout à fait. Non, non, mais c'est vrai, pour moi, c'est primordial, mais c'est pas qu'une affaire de sexe en tant que tel. C'est vraiment une manière de communiquer que j'ai avec lui à part entière. J'ai besoin de ça parce que, par exemple, quand je suis, voilà, quand j'ai mes règles et que je suis en période où j'ai pas très envie et qu'il y a 2-3 jours qui se passent et c'est pas, enfin, je sens que genre on se vénère, on se tape sur le système mutuellement, mais parce que c'est comme ça, c'est notre rythme et on décharge vraiment notre énervement, ou si on a, si on se fight ou quoi, c'est vraiment, on communique énormément de cette, c'est une communication des corps, et on en a besoin vraiment pour notre équilibre, quoi. C'est comme ça. C'est Ouais. vital. Mais c'est ça. Donc c'est vraiment une affaire de couple et de sensibilité par rapport à ça, et c'est ok. On va passer maintenant à la période postpartum, parce que moi, pour le coup, je vous expliquais, je pensais que une fois que mon bébé serait expulsé et que voilà, j'aurais attendu un mois, j'allais être au taquet parce que j'allais plus avoir ce gros ventre. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, parce que déjà je n'avais plus de périnée, et honnêtement ça compte dans la sexualité. Le périnée, c'est essentiel, parce que sans périnée, pas d'orgasme. Donc vraiment aucun intérêt, hein, vraiment aucun intérêt à la sexualité. Mais enfin, en tout cas pour ma part. Comment vous avez vécu cette période de postpartum? Est-ce que vous avez eu envie, ce désir d'une vie sexuelle assez rapidement après la naissance? Comment ça s'est traduit chez vous? Louise, vas-y. Alors moi, c'était assez compliqué. Alors bon, moi, j'ai eu une césarienne. Mais bizarrement, le lendemain de ma césarienne, j'étais debout, j'étais en pleine forme. Enfin, je faisais le ménage dans dans ma chambre d'hôpital. Enfin, c'était du délire, hein. Bon, j'étais dans un autre. Qui fait le ménage après avoir accouché? Non, mais moi, j'étais dans un autre. J'étais comment dire, en syndrome post-traumatique, donc j'étais complètement, voilà, à la ramasse. Et donc moi, à l'époque, la Louise d'avant, c'était la pression, la pression, la pression. Si t'as pas refait l'amour un mois après avoir accouché, t'es pas une meuf qui assure, quoi. Ton couple, c'est de la merde, etc. Donc clairement, j'avais pas du tout envie. J'étais en début de dépression postpartum et je le savais pas trop. Donc j'étais encore dans ma période, il faut absolument qu'on le fasse vite. Et je me souviens, j'avais pas du tout envie. Et Raphaël ne m'en parlait même pas parce qu'il savait que c'était pas le moment. Et même lui, enfin, il était hyper respectueux, quoi que ce soit. Et c'est moi, un mois après avoir accouché, je lui ai dit, il faut qu'on le fasse en fait. Il faut qu'on le fasse parce que il faut qu'on soit cool et qu'on le refasse. Et je me souviens qu'on a fait l'amour, on a commencé, je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit, écoute Raphaël, on arrête, j'ai l'impression d'être violée. Je lui ai dit, je suis pas d'accord avec ce qui se passe en fait. Je l'ai choisi, mais je suis pas d'accord. Donc on arrête en fait. On arrête. Tu ne me touches plus. Je ne te touche plus. Et on se reparle quand moi j'aurais décidé. Et on a recommencé à avoir des rapports à 3 mois après l'accouchement.
parce que je l'avais décidé, parce que en fait, j'ai eu une sorte de révélation à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, mon corps, je l'ai trop malmené dans toute ma vie. Et en fait, il m'a donné un enfant, il m'a aidé à accoucher, il s'est remis super bien après. Enfin, le truc, mon corps, c'est un warrior. Et je me suis dit, plus jamais je lui manquerai de respect. Donc maintenant, je fais l'amour quand j'en ai envie, quand je l'ai décidé. Que voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et donc, en fait, j'ai de nouveau eu une libido 3 mois après l'accouchement. Et à partir de là, tout est rentré dans l'ordre. Toi, Pauline, du coup, ça s'est passé comment? Alors après Oscar, ça a été atroce parce que l'accouchement il s'est tellement mal passé que, enfin, la libido, tout ça, c'était mais à 15 000, quoi. Déjà, j'essayais de survivre, hein, tant bien que mal. Et après, éventuellement, mais à aucun moment, je me suis mis la pression. Alors, à aucun moment, je me suis dit, il va falloir qu'on se remette en selle, Marcel, parce que voilà. Vraiment, c'était clairement, dès que l'envie revient. Et vraiment, jamais je me suis mis la pression avec ça. C'était hors de question. Pour moi, c'est magique et il fallait que ça le reste, quoi. Donc non, non, on a laissé le temps au temps. Et, et de la même manière, à aucun moment l'époux s'est montré pressant en exigeant quoi que ce soit ou en me disant ça commence à faire. Non, non, il fallait que mon corps il se remette tout simplement. Ceci dit, j'avais très peur de l'après. Est-ce que ça serait mieux? Est-ce que ça serait moins bien? Ça, c'était quelque chose qui m'angoissait parce que nécessairement, ton corps, il a changé. Tu peux pas le nier. Il s'est passé un truc. Même si tu veux que ce soit comme avant, ça sera pas comme avant. Et c'était plus cet inconnu qui m'angoissait, mais pas de me dire il faut que tu refasses l'amour à 1 mois, à 2 mois. Voilà, j'attendais que mes hormones se remettent, que mon corps se répare, et voilà. Et puis on a accueilli un petit être humain quand même, faut pas l'oublier, hein. Faut pas l'oublier qu'on ne dort pas, qu'on a à peine le temps de manger, donc de faire l'amour, là, je vous en parle même pas. C'est clair. Et avec Elisa, ça a été, enfin, quand tu as accouché ton deuxième enfant, ça a été pareil? Ah bah non, là du coup, c'était, je dirais 3 semaines, 1 mois. Enfin, quand c'est revenu un peu, je crois, enfin, en gros, ils disent ça à la maternité, parce que, je me rappelle, c'est autant pour Oscar, je me posais pas la question parce que je ne pouvais clairement pas, mais je m'en rappelle que quand je suis allée voir ma gynéco, après avoir accouché et je lui ai dit en mode, «Je suis dégoûtée, quand est-ce que je pourrais refaire l'amour?» Et elle m'a dit: «Oh là, mais vous pressez pas, hein, c'est 3 semaines, il faut laisser le temps, tout ça». Et effectivement, c'était ça, la libido est revenue à ce moment-là, ouais. Et alors toi, Sylvana? Nous, on s'était pas du tout mis la pression. Du tout, du tout, du tout. On en avait pas mal discuté pendant la grossesse, justement, qu'il fallait se laisser le temps, mais que surtout on communiquait sur le après, s'il se sentait pas bien, que moi je me sentais pas bien. Enfin, vraiment qu'on échange là-dessus. Qu'on le fasse ou pas, c'était pas la question, mais vraiment qu'on communique entre nous. Et il s'avère que moi, j'avais aucun mal à lui dire que non, là, je n'ai pas envie, je me sens pas prête. Et il n'était pas du tout pushy, donc c'était OK. Il faisait des petites blagounettes, le genre des blagounettes où tu sais qu'il y a un fond de vérité, mais pas du tout blessant, complètement dans le respect, et on en rigolait tous les deux aussi. Sauf qu'il y a une fois où il a dit quelque chose. Alors, je l'ai bien accueilli parce que j'ai bien compris que c'est parce qu'il n'avait pas eu assez d'informations de ma part et que du coup, il peut pas non plus avoir tout le scope de la chose pour se rendre compte. C'est la fois où il m'a dit ouais, mais bon, je comprends pas, j'en ai discuté avec des copains. Mais alors, déjà, cette phrase-là, elle est énervante, on le sait. Mais bon, il discute comme nous, on discute entre nanas, donc je peux pas lui en vouloir non plus là-dessus. C'est bizarre quand même que t'aies pas envie alors que t'as accouché par césarienne. Et là, je me suis dit, ah, il n'a pas tout le vécu, en fait. J'ai peut-être pas assez communiqué sur qu'est-ce que ça signifiait, finalement, d'avoir accouché par césarienne ou d'avoir porté la vie pendant 9 mois, en fait. Parce qu'il est là, le problème, que tu accouches par césarienne, par voie basse, chez toi, à la clinique ou à l'hôpital public, en fait, tu as eu une grossesse. Pendant 9 mois, ton corps s'est transformé. Et puis, alors, avec l'historique qu'on avait, il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont changé et dans ma tête et dans mon corps. Et pourtant, 3 kilos de grossesse que j'ai perdu directement, j'ai perdu 7 kilos, donc j'étais à -4 en accouchant. Mon corps était loin d'être un problème. Je me trouvais bombe, mes seins étaient énormes, encore plus énormes. Enfin, je me sentais très, très bien dans ma peau. Mais pour autant, j'étais pas du tout dans un corps sexualisé. Pour moi, j'étais à 10 000 kilomètres, quoi. J'étais pas du tout prête à ce qu'on retrouve mon corps dans sa sexualité.
c'était un corps de femme qui s'aime bien quand elle se regarde dans le miroir, mais un corps de maman. Ouais. En plus, avec l'allaitement, C'est ce que j'allais dire justement, quid de l'allaitement versus la sexualité. Moi, pour le coup, mon allaitement qui a duré 12 mois a été un frein terrible. Enfin, terrible. Non, a été juste un frein, point, à ma sexualité. Il était hors de question pour moi que cette zone-là, que ma poitrine serve à autre chose qu'à alimenter mon enfant. C'était à elle et pas à lui. Déjà parce qu'en fait, au moindre moment où tu pouvais titiller ou toucher ou en moindre excitation, t'as des pertes de lait. Ça fait boost. En plus, moi, j'avais un réflexe d'éjection fort, donc du coup, forcément, ça fusait. Oui, je fais très bien le bruit. Vous allez l'entendre dans vos douces oreilles. Je vous le refais si vous voulez. C'est et mais même sans y toucher, enfin, je veux dire, un orgasme créait une montée de lait chez moi. Et je sais pas si vous avez allaité aussi, si vous avez vécu ça aussi, mais moi, pour moi, ça a été un gros frein parce que du coup, cette montée de lait me faisait automatiquement penser à ma fille et me ramener à mon rôle de mère et pas à la femme en train de chevaucher son mec, quoi. Alors moi, l'allaitement, au-delà de cette histoire de montée de lait, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté avec François, c'est est-ce que ça te dérange de voir du lait couler? Parce que hyperlactation, moi, mon lait, surtout les premiers mois, le temps que ça se mette en place, ça coulait sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc forcément, à un moment donné, la nuit, quand tu te touches, je savais qu'il allait avoir ce fameux lait qui allait sortir de ma poitrine. Je voulais savoir si pour lui, c'était un problème. Il n'en avait rien à foutre, c'était pas ça le souci. Le truc, c'est qu'au-delà de cette éjection de lait, il y a aussi juste le tactile, parce qu'il y a la poitrine, mais ça va, heureusement, on ne se résume pas qu'à nos seins. Moi, tout le reste de mon corps, j'avais eu, comment dire, ma dose de tactile était arrivée à ras-bord, si tu veux. La dose d'ocytocine me concernant était arrivée à ras-bord parce que toute la journée, j'ai mon bébé collé contre moi qui m'apporte tout cet amour-là, cette ocytocine-là. J'en avais plus besoin. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où, en fait, au moment où je me pose dans mon lit pour dormir, entre gros guillemets, je ne peux pas gérer cet influx nerveux avec mon mari qui a envie, lui, de rentrer dans une autre notion de tactile, en fait. Dès qu'il me touchait, j'étais en mode crispée, un peu comme ce que tu décris, Louise, non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. Là, pourtant, ça vient du meilleur fond, mais je lui disais tout le temps, mais là, il y a trop d'influx nerveux, en fait. J'arrive plus à contrôler, j'arrive plus à gérer, c'est trop pour moi et je suis fatiguée de tout ce que mon corps a dû donner comme tactile dans la journée, je ne peux plus. Donc, ouais, il n'y avait aucun moment où tu retrouvais ton corps rien que pour toi, sans qu'il soit sollicité, en fait. Voilà. J'avais besoin de cette pause dans la journée et c'était malheureusement la nuit quand monsieur a envie de faire autre chose. Voilà. Vous avez ressenti ça aussi, Pauline et Louise? Non. Alors moi, contrairement à toi, Élise, c'est-à-dire que mes seins appartenaient à mon mari, et Elisa et Oscar étaient en location dessus, tu vois. Mais ça venait après. C'était ma poitrine, c'était la poitrine de l'époux, et voilà. Et on en profitait bien. En plus, effectivement, j'avais des seins énormes. C'était sympa. Et toi, Louise, je sais que ton allaitement a été interrompu assez vite. Est-ce que tu as eu aussi, du coup, ce côté-là de sexualisation ou non de cette poitrine? Oui et non, parce qu'en fait, moi, c'était surtout le fait que mon corps m'appartenait plus qui me dérangeait avec l'allaitement, d'être constamment sollicitée. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu besoin, voilà, après mon accouchement, la césarienne, c'était tellement un traumatisme, tout ce qui m'est arrivé, plus ma dépression, etc. J'avais juste envie de me retrouver, quoi. Et je suis sûre que si l'allaitement a foiré aussi, c'est aussi, je pense, une partie que j'avais vraiment volontairement voulu que ça foire parce que voilà, j'avais juste envie de retrouver mon corps. Donc, j'ai eu besoin pendant un temps voilà, l'allaitement, c'est fini. Je voulais juste retrouver mon corps. Je voulais que mon corps m'appartienne. Je voulais pas qu'on me tripote. Je voulais juste revenir à moi-même, quoi. Je voulais juste me retrouver moi. Ouais. Il y a aussi la question du cododo qui peut être un frein. Toi, tu l'as vécu, Sylvana, non? Nous, ça a été un frein pour moi. Alors là, on y va en toute... de toute façon, c'est toute transparence depuis le début, mais ça a été un frein pour moi. François ne voyait pas du tout le problème. Il dit, mais attends. Et il a raison. Je lui explique pourquoi. Enfin, il a raison, oui, parce que c'est ce qu'il pense dans tous les cas. Il a raison dans le sens où, dans beaucoup de cultures,
mathématiquement et logistiquement parlant, c'est pas possible de faire autrement et pour autant ils font des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en cododo et pour autant tu vois bien qu'il y a des nouveaux enfants dans la fratrie, c'est qu'ils les ont fait quelque part et à un moment donné ces enfants. Donc soit ils les ont fait dans le lit, soit ils les ont fait ailleurs, parce qu'on peut être créatif quand on est limité à son soi-disant lit conjugal, là, le fameux lit conjugal qui m'énerve, cette expression-là, comme quoi on est obligé que de faire l'amour dans le lit. Bon, il s'avère que nous, on aime faire l'amour sur notre lit, parce qu'il est à mémoire de forme et que ça peut être sympa, mais tu n'es pas obligé, tu vois. Et quand bien même, le cododo, ça va peut-être en choquer certains, n'empêche pas de faire l'amour à côté. Voilà. Et à l'inverse, le lit n'est pas que conjugal, en fait, et c'est OK de dormir avec ses enfants. À l'inverse aussi. Ouais. Et Parce ça que c'est n'empêche vrai pas du tout la libido de dormir avec ses enfants. Non. Je peux vous dire que ces 2 derniers mois, j'ai fait cododo et que ça n'a jamais été aussi olé olé. Donc, non, faut enlever cette idée commune qui est souvent inscrite et malheureusement transmise par les belles mamans, discrètement, insidieusement. Je trouve ça mais juste écœurant. La belle maman n'a rien à faire dans le lit conjugal. Les poteaux n'ont rien à faire dans le lit conjugal. Si lit conjugal il y a, d'ailleurs, ça peut être la table conjugale, le placard conjugal, ce que tu veux, d'accord? Et puis non, enfin, je veux dire, ça n'empêche rien. Est-ce que vous avez ressenti des différences au niveau de votre vagin, au niveau de la vulve et tout ça par rapport à l'avant? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a dérangé on parle bien sûr dans un contexte de rapport sexuel avec pénétration, ou même sans, parce que ça peut être aussi différent à ce niveau-là. Est-ce que vous avez senti, vous, une différence qui vous a interloqué? Moi, non, parce que j'ai eu une césarienne, donc je sais pas ce que c'est d'accoucher par voie basse, donc je sais pas s'il était censé avoir une différence, mais en tout cas, j'avais un périnée tout aussi solide qu'avant, j'avais un vagin pareil qu'avant, enfin voilà, au niveau de la vulvose, là, il y a rien qui a changé. Voilà. Ah si, moi c'était l'horreur. C'est plus large et on le sent que c'est plus, enfin que ça. En fait, on le sent que ça s'est élargi. Hein. On peut le temps que ça se remette et ça refasse ventouse, il se passe un laps de temps et vraiment c'est des sensations qu'on a. J'adore les bruitages de ce podcast. Mais en vrai, ça met combien de temps pour vous qui avez toutes les... Ah bah non, pas toi, Sylvana. Je pense qu'il n'y a pas de règle, en Il n'y a fait. pas de règle, sachant qu'en plus j'ai fait une grosse connerie et puis en plus j'ai fait 2 grosses conneries. C'est que j'ai jamais fait de rééducation du périnée. Ouh, non, je déconne. Ouais, je peux te dire que quand j'éternue, je serre les fesses, hein, parce que. Il est encore temps de la faire, ouais. hein. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, tu peux encore la faire. Et il va falloir que je me penche sur la question. Faut juste aller chez un médecin qui va te faire une ordonnance pour 10 séances de kiné. Comme si tu te tordais la cheville, t'as 10 séances de rééduc, c'est pareil en fait. Moi aussi, j'ai vu une différence pour le coup. Et c'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas de règle sur le timing. C'est que moi, ça a duré 3 ans au moins minimum, la différence. Enfin, et encore aujourd'hui, parce que l'accouchement que j'ai vécu a fait que mon périnée a pris vraiment très très cher il a pris cher en fait et il a été défaillant entre guillemets. Il a été très difficile à rééduquer. Mais pendant encore aujourd'hui, ça m'arrive parfois d'avoir des fuites urinaires parce que il y a une faiblesse en fait au niveau de mon périnée. Ça se travaille. Il y a des exercices qui le font. Il y a des sondes qui sont vendues sur le marché, qui sont très bien, qui sont médicales, mais qui coûtent un bras certes, mais qui sont très utiles. Il y a la possibilité de refaire une rééducation. Alors moi, j'avais une ordonnance par ma sage-femme l'année dernière pour en faire une, et puis au moment où j'ai voulu le faire, bon, déjà j'ai procrastiné. Ça, je vais être complètement transparente. Et après, il y a eu le confinement, donc du coup, je l'ai pas fait. Et là, maintenant, j'en ressens plus le besoin parce que j'ai refait les exercices un petit peu et que ça va quand même mieux. Mais moi, ma plus grosse faiblesse, ça a été le périnée et le fait aussi que j'ai eu une petite déchirure. C'était pas grand-chose, hein, c'était 2 points, mais c'était assez pour être douloureux au début lors de la pénétration. Et du coup, c'était assez raide en fait à ce niveau-là parce que c'était vraiment à l'entrée de mon vagin. Et du coup, c'était pas agréable en fait au passage à ce moment-là. Donc moi, c'était vraiment les 2 points qui ont été difficiles sur la reprise de la sexualité et notamment le périnée parce qu'en fait, vraiment le périnée, s'il est tout relâché, enfin l'orgasme est vraiment très difficile à atteindre en fait parce que c'est de la contraction musculaire quand même de tout ça. Il y a des terminaisons nerveuses et de la contraction musculaire et donc du coup quand
c'est pas optimal, bah du coup ça marche pas comme ça. Et donc au bout d'un moment tu dis ben je sentais pas grand chose. Et il y a aussi ce côté un peu élargissement. Enfin, c'était pas très agréable pour moi le sexe avec Moi, j'ai eu pénétration en 2 tout cas. épisiotomies en plus. Et comment tu l'as senti aussi ça? Enfin, ça a été Et bah, un frein? non, c'était plus lui qui le sentait, pas Ah ouais. moi, mais donc voilà, moi ça m'a pas dérangée du coup. Vous disiez quasiment toutes que vous vous sentiez bien mieux dans votre sexualité aujourd'hui qu'avant avoir eu des enfants. Est-ce que vous sauriez Moi, je pense que l'expliquer? c'est lié à Mmh. plusieurs choses. Déjà, le fait d'avoir gagné une confiance en moi lié au fait que mon corps était capable de faire un enfant, quoi, déjà. Une sorte de respect, mais international pour lui, que plus jamais je lui ferai du mal. Et du coup, il y a une sorte de, comment dire, de confiance en moi qui fait que je suis beaucoup plus, j'étais pas non plus prude avant, mais je suis beaucoup plus libérée aujourd'hui sur tout ça, encore plus. Et il y a aussi le fait que, ouais, il y a une sorte de pouvoir, un truc hyper powerful du genre, putain, c'est mon corps, maintenant j'en fais ce que je veux. Je décide quand je veux faire l'amour et je me force pas. J'en ai rien à foutre, c'est moi qui décide. Et il y a un truc aussi de, en fait, si je fais l'amour, c'est pour avoir un orgasme et puis c'est tout. En fait, avant, j'étais beaucoup moins dans ce truc-là. J'étais dans le truc de, ouais, on partage un moment tous les deux, etc. Maintenant, je suis plus en mode, en fait, si je le fais, c'est J'ai envie vraiment, de me faire kiffer. ouais, j'ai envie de kiffer ma life, quoi. J'ai vraiment envie de kiffer ce moment et j'ai vraiment envie de, enfin, voilà, il y a une sorte de pouvoir. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un pouvoir. Je saurais pas comment expliquer le truc, mais j'ai l'impression d'avoir un pouvoir que j'avais pas avant, en fait, que je m'autorisais peut-être pas avant. Voilà. Moi, je pense effectivement qu'il y a cet aspect de, au travers de grossesse, tu explores absolument la totalité de ton corps, et surtout les endroits liés au sexe. Et du coup, tu as, comme à la fois une espèce de connaissance de ton corps, du coup, bien plus poussée qu'avant. Et en même temps, effectivement, Louise, je te rejoins vachement sur la libération de te dire que maintenant que tu as fait tes enfants, même si on n'est pas en période de procréation, tout ça, mais tu as toujours ce truc de voilà, de avant d'avoir des enfants et d'être, au complet ou quoi, tu as toujours ce truc de te dire, bah, tu peux en avoir que là, vraiment on est libéré. C'est-à-dire que, on fait l'amour, mais c'est juste du kiff et à aucun moment on va se poser cette question, de se dire: «Il faut qu'on fasse un enfant, on va peut-être faire un enfant», non, non, c'est vraiment on fait l'amour parce qu'on est 2 êtres qui s'aiment, qui se désirent et qui communiquent de cette façon et c'est juste du plaisir. Et toi, Moi, Sylvana? c'est, alors, quand la libido est revenue, elle est revenue assez tard finalement. Ouais, c'est ce qu'on allait dire, c'est que toi aussi, enfin, c'est encore récent tout Ouais, ça. ouais, ouais. C'est vrai qu'elle a que elle a que 8 mois, mais en même temps, dans 4 mois, elle a 1 an. Heu, non, alors la libido est revenue tard. On a refait l'amour pour la première fois au bout de 4 mois, mais plus parce que, voilà, il y a eu un petit passage, olé olé. Je me suis dit: «Allez, profitons-en». Mais réellement, la libido telle que je la connais aujourd'hui ou telle que je la connaissais avant toutes ces histoires de bébés et cetera, est revenue qu'il y a 2 mois. Ce qui correspond, je reviens sur l'allaitement, ce qui correspond au moment où en fait Théa buvait un peu moins. Il y a eu ce moment où, voilà, début de la diversification, elle s'est un peu détachée aussi, de tous ces contacts, permanents dans la journée, qu'on pouvait avoir et je pense que je me suis retrouvée aussi à ce moment-là et c'est allé crescendo. En même temps que sa diversification, c'est allé crescendo et la libido est revenue mais plein feu, aux 6 mois. 6 mois et maintenant très cyclique parce que j'ai des cycles hormonaux qui sont très marqués et là on sait quand est-ce que j'ovule, tu vois? Ouais, mais D'ailleurs, il ne tient plus le rythme le monsieur, mais c'est cool, c'est cool. Mais est-ce que c'est mieux qu'avant? Oui, sur ce côté de libération de maintenant on le fait vraiment pour nous, pour kiffer ou même, pour moi. Là, je rejoins Louise, parfois j'y vais, c'est même pas pour lui que tu vois? Non, là, c'est mon plaisir, donne tout mon grand et donc ouais, ça aide. Ça aide à avoir ce côté d'épanouissement, sexuel qu'on avait perdu avec, tous ces essais bébés. Maintenant, en dessous là, j'ai pas l'impression que ça soit, j'ai eu la césarienne, donc pour moi, c'est pas très différent. Mais j'ai la sensation que comment dire? J'intellectualise un peu plus qu'avant. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le fait d'avoir été maman,
c'est comme si je m'attendais à ce qu'il y ait eu des changements et du coup, j'analyse beaucoup pendant le rapport ou après le rapport en me disant: est-ce que là, c'était différent? Est-ce que tu aurais pu tenter un truc? Est-ce que lui, il était» tu vois? Des questions que je me posais pas du tout avant. Ouais. Mais il y avait aussi le côté où avant qu'on t'annonce d'avoir la césarienne, tu t'étais préparé à un accouchement voix basse que tu avais visualisé aussi. Peut-être que ça Tu joue. vois, c'est la première fois que j'étais sur le point de pleurer là, tu vois? Tu as fait monter un truc, ce qui n'est pas anodin. Donc à mon avis, tu viens de toucher un truc. Là, je suis à 2 70 €. Merci Élise, je vais travailler là-dessus, je reviens. Pardon, Ouais, c'était non, pas le but, mais bon, pourquoi si, pas. il y a moyen. Il y a moyen. Tu viens de toucher un truc, je pense que ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas anodin, même sous ces sujets de sexualité où on en parle, on en parle peut-être un peu de façon entre guillemets légère parce qu'on se connaît déjà et parce qu'on a abordé ces sujets en long, en large, en travers, et ça il faut pas le cacher aussi. Et il y a ça aussi. Et moi j'avais une question à vous poser parce que c'est une question assez taboue. Quid du sexe en solo, parce que il y a ça aussi. Est-ce que vous avez eu les mêmes sensations, enfin ces mêmes difficultés entre guillemets, mais ce même timing avec la sexualité, avec vous-même? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Enfin, moi, par exemple, en toute transparence, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je n'en ressens pas le besoin. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a peut-être aidé à un moment à vous réapproprier votre corps ou pas du Je pense tout? que moi, perso, les gens ont dû comprendre qu'en 9 mois, je ne suis pas restée à rien faire. Et je me suis donné beaucoup d'amour. Ça veut dire voilà, grosso modo. Non, parce qu'en fait, je trouve ça important parce qu'en fait, personne n'en parle jamais vrai. de ça. Et en fait, c'est ok de pas le faire et c'est ok de le faire si on en a envie. Et moi, j'ai envie vraiment de dire ça. C'est pas grave si on le fait pas, parce que tu vois, quand on lit les magazines féminins, genre Cosmo, les trucs comme ça, parfois t'as l'impression que c'est pas normal de pas avoir envie de le faire en solo. Alors quand toi, on te dit, t'as de la société ou tes injonctions, ou ton héritage familial qui te dit, ben c'est mal de le faire en solo. Donc du coup, on est toujours un peu bousculé. C'est ok de faire de le faire ou de pas le faire en fait. Et vous, est-ce que, enfin, ça a pu vous aider, parce que ça peut être une piste aussi avec le fait de retrouver Moi, son c'était corps. surtout pendant la grossesse. Je rejoins Sylvana sur ça. Franchement, les fois où on a eu des rapports avec Raphaël se comptent sur les doigts des 2 mains pendant 9 mois. Parce que voilà, parce que c'était pas le délire, quoi. Franchement, c'était voilà, bof. Par contre, en solo, c'était beaucoup plus facile parce que ouais, c'est ça, j'avais envie de me faire kiffer moi. Puis c'était jamais là. Puis ce que je disais, c'était pas la bonne heure, quoi. Quand j'avais envie, c'était pas le bon moment. Et puis j'étais dans un tel état psychologique, machin. Enfin, je me sentais moche, je me sentais dégueulasse, j'arrêtais pas de vomir. Enfin, j'avais même pas envie que lui il me voie dans ces états-là. J'avais pas envie d'être forcément nue devant lui. J'avais pas, enfin. Puis des positions que tu dois prendre quand tu es enceinte pour faire l'amour, c'est pas des positions qui m'intéressent. Enfin, la petite cuillère, c'est vraiment pas mon délire. Enfin, j'ai envie de le voir. Enfin, bref. Donc, du coup, je préférais le faire moi-même pendant cette période-là. Et post-accouchement, bah, il y a eu une phase où plus du tout, je ne pratiquais plus du tout ce sexe en solo parce que j'étais en dépression postpartum, parce que j'étais plus occupée par aller chez mon psy et travailler sur moi là-dessus, sur moi-même, plutôt que de me toucher. Et puis après, voilà, je suis sortie de tout ça et c'est revenu. Et aujourd'hui, c'est très cool. Les deux sont très cool. Pauline, alors moi, c'est très rare parce que t'as pas le temps. Quand il y a un moment où voilà, hein, mais ça m'est arrivé, oui. Et là, c'était vraiment exactement, c'était pour me donner de l'amour à moi-même, et c'était quelque chose de très égoïste, et c'est très bien aussi. Bon, je ne sais pas si tu allais aborder le sujet ou pas, mais je pense que c'est très important. C'est le fait que moi, j'ai trouvé ma sexualité une fois que j'ai arrêté la pilule. Et je pense que quand tu es une jeune fille, on te le dit pas. On te dit pas que ta sexualité va être bridée, que tu vas être mise sous hormones et que tu vas découvrir ta libido quand tu auras arrêté la pilule. Parce que vraiment, quand tu prends la pilule, alors quand tu es très jeune, étant donné que voilà, quand tu es ado, tu as les hormones en ébullition, je pense que ça doit équilibrer un petit peu le truc. Mais une fois que tu as passé cette période hormonale et que tu prends juste la pilule, bah tu es à plat en fait. T'es pas cyclique, et tu es tout le temps comme ça. Moi, une fois qu'on a décidé de faire Oscar et que j'ai arrêté la pilule, ça a été une révélation, vraiment. Donc, et je pense qu'il faut le dire qu'on a une libido qui est cyclique, que c'est normal, et surtout que la libido sous pilule, ça ne l'est pas. Ah ouais, moi, j'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté tout ce qui est contraceptifs hormonaux, c'était en 2010, donc c'était il y a
Ouah, il y a déjà 12 ans presque. Non, 11 ans, bref. Ouais, 11 ans. Et c'est vrai et je me souviens de mes rapports avant avec mes précédents copains où j'avais jamais envie, en fait. Je n'avais jamais envie de faire l'amour. Jamais. C'était toujours du forcing. Je me sentais forcée, etc. Et le jour où j'ai arrêté, il y a un jour, je me souviens, j'ai fait oh, qu'est-ce qui se passe dans ma culotte? C'est quoi ce truc? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je fais quoi? Et en fait, c'est revenu hyper. Et c'est exactement ce que tu dis, Pauline, c'est qu'il y a un cycle. Et je sais que Sylvana est un peu comme moi là-dessus, c'est-à-dire que moi, mes envies, c'est cyclique. C'est qu'il y a une semaine dans le mois, genre, si Raphaël est dans la pièce à côté, je n'ai que des visions, mais hyper lubriques sur lui. Et le reste du mois, il peut passer à côté de moi et je suis beaucoup moins intéressée par ce personnage. Mais voilà, c'est hyper important. T'as raison de le préciser, Pauline, parce que Mais quand j'étais jeune fille, on me disait pas Ouais. ça, quoi. C'était genre, alors, on me disait souvent, c'est normal, t'es une fille, t'as moins envie qu'un garçon, nanana, nanana, ce genre de conneries, mais c'est pas vrai, en fait. Mais alors moi, la phrase qu'on m'a répétée toute mon enfance et ma jeunesse, c'est l'homme propose, là la là. femme dispose. C'est la pire phrase au monde, c'est je horrible. crois. C'est horrible. Alors qu'en fait, la notion qu'on voulait m'inculquer, je pense que c'est une notion de consentement et avec le recul, oui, c'est ça qu'on voulait m'inculquer. Sauf qu'aussi, moi, on m'a appris, en fait, en gros, que c'était pas à moi d'aller vers D'avoir la l'envie. personne vers qui voilà, c'est pas à moi de proposer, c'est pas à moi de dire j'ai envie de faire l'amour, c'est pas à moi de et c'est comme ça que j'ai été éduquée et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce rapport-là à la sexualité, que j'en ai pas spécialement besoin parce que voilà, j'ai été éduquée de cette façon-là et que j'ai pas l'envie de m'en affranchir et que j'en ai pas. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais je pense que ça, c'est ce qu'on apprend en tant qu'enfant ou en tant que jeune cadeau. Ça a un gros impact en fait sur la sexualité en général. Et aussi moi, ce qu'on m'a appris, c'est que de pas commencer ma vie sexuelle sans contraception. Parce qu'il y avait cette peur de tomber enceinte. Alors c'est drôle parce que je suis tombée enceinte sous contraception quand même. Hein, ça m'a pas empêché de tomber enceinte à 20 ans par accident. N'empêche que c'était ça pour moi, c'était ce côté j'ai pas le droit de proposer et en plus faire l'amour, ça pouvait donner des bébés automatiquement. Donc c'est pas le même rapport que quand tu as cette éducation et je trouve au aussi plaisir. que même dans Finalement. l'éducation de la société, une femme qui a des besoins, qui dit qu'elle a des besoins, qu'elle a des envies, c'est tellement mal vu, c'est tellement tabou. Encore il y a quelques mois, je parlais de ça avec un homme dans mon entourage qui me disait non mais les femmes, vous n'avez pas les mêmes envies que les hommes. Mais n'importe quoi, en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que pour vous, c'est démocratisé, que vous ayez envie tout le temps et que vous en parliez tout le temps et que vous soyez là, la verge à l'air, etc. Mais nous, non, nous, on doit être douce, on doit être câline. Et puis même dans les séries, je faisais le rapprochement la fois avec une série que je regardais, mais la femme, elle est toujours dans la délicatesse, elle est jamais elle est dans le don, dans l'ouverture des jambes, dans le truc de ouais. Sauf dans Tu Bridgerton. vois, les femmes sont censées recevoir, tu vois, il y a un truc comme ça qui est hyper gênant. Genre, tu verras jamais trop une série où la nana, elle est là, elle va voir son mec, il dit, écoute, là, j'ai trop envie, tu viens, c'est maintenant, et bim, et c'est, tu vois, non, c'est toujours dans... Si, avec Californication. Je sais pas si Ouais. tu Ouais, et souvent, les personnages qui font ça dans les séries, c'est des grosses biatches qui sont trop méchantes. Oui, c'est vrai, Ouais. c'est ça. Du coup, il y a un imaginaire Puis- où t'es pas une fille bien si t'as des envies, si t'es sexualisée, etc. Ouais. Et à l'inverse, il y a ce côté vachement en pression de mettre, de dire que les hommes ont des besoins plus forts que les femmes, et c'est notamment cette pression que les femmes peuvent ressentir, par exemple, après l'arrivée d'un bébé, ou tout simplement elles peuvent pas dire non parce que c'est l'homme qui met la pression derrière en disant ouais quand même là ça fait un mois que t'as accouché, c'est bon, comme ce côté ce que t'as pu la discussion par exemple que François a pu avoir peut-être avec ses copains de peut-être que là c'est bon, et de pas se pencher vraiment sur les désirs. Et donc ça fait que beaucoup de femmes se mettent la pression sur ça, sur ce retour entre guillemets à la sexualité, parce qu'elles t'as ce devoir conjugal. Mais ça c'est une notion qui est inculquée depuis tellement longtemps, qui fait partie de notre culture, ce truc là de devoir conjugal. Mais c'est un devoir conjugal de la femme vers l'homme, et voilà, donc il y a cette pression de il faut faire l'amour parce que lui il en a besoin. Mais en fait c'est pas vrai, ça n'existe pas le besoin de l'homme de faire l'amour, pas plus que le besoin de la femme. Ce sont des désirs mais pas des besoins. Et ça, tu vois, c'est un truc que moi je croyais que c'était comme ça avant d'avoir ma fille, justement, avant d'accoucher, etc. J'avais cette idée-là parce que mon éducation, parce que mes anciens petits copains, parce que tout ça. Et en fait, ça fait du bien de trouver quelqu'un avec qui tu peux communiquer et exprimer les choses. Et souvent, je trouve que pour en parler avec certaines copines à moi, elles n'osent pas exprimer leurs envies, leurs besoins avec leurs compagnons. Et je pense à quelqu'un très précisément dans ma tête qui s'est forcé à avoir des rapports avec un mari plus ou moins assistant, très très insistant après l'accouchement, quelques semaines après, et j'étais mal parce qu'elle
pas pu dire ce qu'elle ressentait parce qu'elle avait peur, parce que, enfin voilà, et c'est dur, je trouve. Mais il faut dire aussi que nous, toutes les quatre, on est quand même dans des relations où la communication est très fluide, où il y a de l'échange, où il y a de la connaissance de l'un et de l'autre et du respect des besoins de l'un et de l'autre. Et c'est pas le cas dans toutes les relations, malheureusement. Mais le message, moi, que je voudrais aussi faire passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de pression et que, en aucun cas, pour n'importe quelle raison, on n'a pas à se forcer, en fait. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de on s'y est pris trop tard ou il n'y a pas de on l'a refait tard, il n'y a pas de on l'a refait tôt non Il n'y plus. a pas de sorcier, il n'y a pas de normalité aussi. Parce que Non, il n'y a pas de qui ouais, qui complètement. peut, Mais je pense que c'est ce qu'on voit au travers de nos 4 témoignages. C'est qu'à aucun moment, on a fait les choses de manière similaire, on s'est Ouais. juste écoutés et c'est ça qui prime. Ouais. surtout quand on parle de sexualité, a priori. Ah bah, mais la notion de consentement, enfin le consentement, c'est quand même hyper important et on a tendance à parler de consentement, tu vois, quand on pense viol par un inconnu, mais le consentement au sein du couple, c'est hyper important. Enfin, le viol conjugal est plus courant que le viol par un inconnu sous un pont. Enfin, je veux dire ça, c'est hyper c'est anecdotique comparé au nombre de viols en fait en France chaque jour et ça. Enfin, ça, on en parle peu parce que finalement, quand on dit non, quand on pense non et que la personne en face de nous ne nous écoute pas, c'est pas un besoin qu'il a, c'est un viol. Et ça, faut pas l'oublier en fait. Mmh. Et on parle là depuis tout à l'heure de besoin, de désir, de choses qui plaisent, mais c'est aussi ça la sexualité, c'est qu'il y a un moment où en tant que femme, on est libre de disposer de notre corps quand on le veut, quand on en a envie, et qu'à aucun cas, quand on se sent prête aussi, en aucun cas on a à se forcer, que ce soit avec notre conjoint après un accouchement, que ce soit même pendant la procréation, tu vois, parce que les difficultés à enfanter, ça peut être ça aussi, mine de rien. T'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que tu disais que parfois on se force, mais en vrai, finalement, tu devrais pas avoir à te Ah oui, forcer, oui, tu non, vois. mais complètement, complètement. Ça devrait être, beaucoup plus fluide que ça. Mais ouais, enfin, je trouve ça hyper important d'aborder tous ces sujets, toutes ces variantes de la sexualité et c'est assez chouette parce que du coup, chacune d'entre vous a expérimenté euh, beaucoup de choses de la sexualité, des sentiments, enfin, de ce côté je n'ai pas envie ou de ce côté j'ai très très envie, de l'expérimentation solo. En fait, ce qu'on a à retenir de cet épisode, c'est ça, c'est que en fait, il n'y a pas de normes en sexualité. Il y a autant de personnes sur Terre que de sexualités différentes et que la communication en couple, c'est la clé. Qu'il n'y a pas, il y a pas mieux que ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de vos témoignages et du mien aussi, c'est que la clé à chaque fois a été la Ouais. communication avec l'autre. Et l'écoute de soi, en fait. L'écoute de se reconnecter à son corps, à ses besoins, ses envies, et de se dire que c'est OK d'avoir des envies qui sont cycliques aussi. Surtout en tant que femme, on sait qu'on est cyclique, qu'on est lié, bah voilà, je vais faire un peu ma sorcière, mais on est lié à la lune, etc., au cycle du corps, etc. Donc, c'est OK des fois d'avoir envie une certaine partie du mois et pas le mois suivant. Et puis, c'est OK d'avoir envie 14 fois par jour aussi. Et puis, c'est OK de pas avoir envie pendant 6 mois. Enfin, il n'y a pas de normes, en fait. Non, puis il y a aussi ce côté on parle de sexualité depuis tout à l'heure, et aussi de dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de sexualité dans un couple que le couple va Alors mal. ça, Ouais, Et on c'est en ça, parlait, important. ça c'est un truc sur lequel je tiens absolument à rebondir parce que c'est quelque chose que moi c'est une question que je me suis posée parce que ben vous l'avez compris, moi la sexualité c'est moi c'est par cycle mais par année en fait. Hein. un mois par mois. Il y a des années c'est pompe it up et il y a des années c'est que dalle. Mais c'est lié à la vie en fait tout simplement pour vous dire. Alors il a dit que j'avais le droit de le dire donc je le dis. Au début quand on s'est rencontrés, nous on avait un petit papier où on faisait des bâtons tellement on faisait l'amour, tu vois, pour compter le nombre de fois parce que ça nous amusait tellement on le faisait et c'était vraiment beaucoup. Et il y a une année où l'année qui vient de passer où je crois qu'en fait déjà là en 2021 on a dû le faire plus de fois qu'en 2020 parce que ça fait partie de la vie et que c'est ok et ça n'enlève pas l'amour en fait, ça n'enlève pas le couple, ça fait pas de nous moins un couple qu'un couple qui fait l'amour souvent. Il n'y a pas de norme, c'est pas on doit le faire. Cosmo quand il dit qu'on doit faire l'amour 2 fois par semaine pour être un couple sain, c'est pas vrai. Ça n'existe pas ça et on est aussi un couple aussi valable quand on ne fait pas l'amour que quand on Il y fait a aussi l'amour un en fait. côté qui doit être, qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, de se comparer à, tu sais? De dire: «Ah oui, mais ma vie, elle a l'air, moins bien parce qu'un tel, parce que lui, il a le dernier, je sais pas moi, le dernier fauteuil à la mode, le dernier Cézanne, le dernier les machins, nin et en sexualité et dans le couple, il y a aussi ce côté de attention, enfin, là où je veux en venir, c'est attention à ne pas se comparer
en termes de sexualité par rapport à soi-disant la norme ou soi-disant à d'autres couples ou d'autres histoires que vous entendez autour de vous. Parce que si vous vous sentez bien dans votre sexualité, il n'y a pas besoin d'aller chercher la bête, en fait. Si ça vous va, ça vous va, point. C'est pas, oui, mais c'est moins bien, ou oui, mais on en fait moins, oui, mais on en fait plus. Non, ça vous va, vous, c'est une histoire intime. Il n'y a pas de comparaison, c'est pas justifié de comparer quoi que ce soit à ce niveau-là, qui plus est, par rapport à d'autres. Ouais. Et à l'inverse, si ça va pas, c'est OK de se faire aider, par un sexologue, un psy, etc., ou d'utiliser des choses qui font que ça facilite le travail. Il y a plein de jolis objets et de produits aujourd'hui qui existent. Il y a des trucs, on en a déjà parlé toutes les quatre, quoi, mais il y a des trucs qui facilitent les choses et qui font que tout est beaucoup plus puissant, etc. Et c'est important de le dire qu'il n'y a pas de honte non plus à acheter des choses en sex shop, ou même si c'est pas en sex shop, lubrifiant, des objets, des trucs, des machins. On en parlait toutes les 4 et avec la string, là, la string party, grosse dédicace, les filles. La honte, par exemple, qu'on peut avoir d'utiliser un lubrifiant en tant que femme ou de demander à son partenaire d'utiliser un lubrifiant parce que, pour X raisons, qu'on souffre de vaginisme non déclaré d'ailleurs, peut-être non identifié médicalement, ça aussi c'est un truc. Tu peux ne pas avoir une sexualité épanouie depuis des années et te dire que c'est ton problème à toi, mais en fait, tu n'as jamais posé le problème auprès d'un médecin. Donc là, je rejoins Louise. Quand vous ressentez qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait, allez consulter parce qu'il y a certainement quelqu'un pour vous aider. Et globalement, toutes les aides qui sont aujourd'hui sur le milieu de la sexualité en termes d'outils, que ce soit le lubrifiant, les sextoys pour lui, pour elle, pour les deux et tout machin, ça s'utilise pour se retrouver et pour aller plus loin, n'est-ce pas? Ouais, complètement. Et puis au-delà, enfin, sur le côté le sexologue, si vraiment on sent qu'il y a un truc qui nous bloque et qu'on sait pas d'où ça vient ni pourquoi et que ça nous rend malheureux, mais c'est comme les psys. Enfin, je veux dire, enfin, c'est un psychologue. De toute façon, un sexologue, c'est un psychologue qui a une spécialité en sexologie. Mais allez-y en fait. Et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de tabou à ça. Ça peut être des consultations qu'on fait solo. Ça peut être des consultations qu'on fait en couple. Il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un qui pourrait nous aider. En fait, il n'y a pas de mal à aller chercher de l'aide, au contraire, parce que c'est que du mieux qui se passe L'enjeu derrière. est assez grand et assez beau à la fin. Donc, ça vaut le coup de se donner les moyens. Hein? En tout cas, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode qui était, ma foi, fort intéressant. Oui, si. Un conseil qu'on m'avait donné, c'était quelqu'un de très intime, donc il avait raison de me donner un conseil. Il était autorisé à me donner un conseil sur ce sujet, hein, voilà, parce que ça peut être un peu bizarre. Au tout début, vraiment postpartum immédiat, cette personne m'avait conseillé en fait plutôt que de se poser des questions avec sexualité, avec pénétration ou pas, de juste se retrouver en tant que partenaire, en tant que couple, dans son lit ou dans son, tu vois, un endroit cocooning nu pour, tu vois, se retrouver, se reconnecter sans qu'il y ait plus en fait. Et juste se dire, ok, tu vois, avoir ce petit moment de méditatif et de conscience. Bon, là, je fais la sorcière comme Louise, mais juste se poser en fait dans son lit avec son homme ou sa femme ou machin et se dire, ok, là, on est bien, on se retouche, on se recontacte, on se reconnecte avant de passer à toutes les étapes qu'on connaît de la résexualité florissante. Ça peut être pas mal aussi pour que le corps se dise, ok, là, je retrouve mon partenaire et c'est ok, on va faire ce chemin ensemble. Visiblement, c'est un conseil qui lui avait été donné par sa sage-femme et ses gynécologues, comme quoi, au niveau des influx nerveux, il y avait comme si la prise reconnaissait son, tu vois, se donne des décharges d'ocytocine. Juste se poser accolé contre son partenaire en postpartum, ça suffit en fait à décharger des fameuses bonnes hormones qui te apaisent certaines tensions qui peuvent monter parce que justement, tu peux avoir un passif de moi, il me faut du sexe pour communiquer ou pour fonctionner. Juste ça, cet influx nerveux au contact peut soulager. Bon, moi, à ce moment-là, j'aurais eu besoin, par exemple, de juste ça et pas des Juste je pose ma tête contre ton torse, en fait, on bouge plus, ça me va. Tiens, mais bon. Ouais.
Mais ce côté câlin, enfin, tu sais, c'est comme les câlins même, enfin, que tu fais avec n'importe qui. À partir du moment où il y a un contact physique, ça te relâche, t'as toute la pression qui part, et c'est parfois, enfin, c'est suffisant. Moi, je sais pas, ça me suffit. Moi, je voulais quand même préciser un truc qui est hyper important, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression aussi là-dessus, sur la définition de l'acte sexuel. L'acte sexuel n'est pas toujours lié à une pénétration. Ça peut juste être se toucher, se faire des petits trucs, des machins. Et un point très important, mesdames, l'acte sexuel ne se termine pas quand monsieur a terminé. Ce n'est pas ça la fin. On décide de la fin ensemble. Monsieur n'est pas obligé de terminer à chaque fois. Ça peut juste être vous qui terminez, ou personne ne termine, où il n'y a pas d'orgasme. C'est pas la fin du monde. L'acte sexuel, c'est ce qu'on décide d'en faire ensemble. Il n'y a pas de... Voilà. Et pour rejoindre ce que tu dis, le mot préliminaire devrait être interdit en fait, parce que les préliminaires, ce sont déjà des actes sexuels en fait. On fait déjà l'amour quand on fait des préliminaires. C'est déjà, et même si ça s'arrête à ce qu'on appelle communément les préliminaires, eh ben c'est aussi faire l'amour, parce que faire l'amour, ça englobe un plaisir en fait, un plaisir, peu importe la façon dont on le prend ce plaisir en fait, parce qu'il n'y a pas de normes et qu'on a toutes et tous des façons différentes de le prendre ce plaisir. Mais je remarque quand même un truc entre nous quatre, il n'y en a aucune de nous quatre qui a eu ce côté chaudasse de la grossesse. Ah non, never. On en connaît dans notre groupe de copines qui ont été hot fever pendant la grossesse, où elles le faisaient 50 fois par jour. On n'a aucune de nous quatre qui a eu ça pendant les 9 mois. Je trouve ça ouf. Mais parce qu'en fait, c'est une différence hormonale aussi. Parce que, et il y a ça aussi qui joue, c'est qu'au niveau des hormones, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est cyclique, parce qu'il y a les hormones qui sont quand même vachement en jeu dans cette idée, dans cette histoire de sexualité, et qu'on n'est pas toutes égales par rapport aux hormones de la grossesse. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Et on n'est pas toutes égales non plus dans la façon de vivre la grossesse. Parce que quand tu vis une grossesse hyper compliquée, t'as peut-être pas envie de pump it up. Enfin, je veux dire, quand tu vomis pendant 9 mois, t'as pas envie... ta tête est pas non plus à la sexualité. Et quand t'es au taquet, on fire avec ton corps, ben là, t'as peut-être plus tendance à avoir envie aussi. Enfin, ça dépend de... Mais comme hors grossesse et hors postpartum aussi, d'ailleurs. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. En tout cas, merci les filles. C'était vraiment trop chouette. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça plaira aussi. Pour vous retrouver, c'est simple. Hein. Pauline, c'est sur Break Your Day. Louise, c'est sur Louisati. Sylvana, c'est sur Japan Banana. Et moi, je vous retrouve sur la String Party, les filles. Les gens vont pas comprendre. Sur la String Party. Vous ne voulez pas savoir. C'est une secte. Non, vraiment. On a monté une secte lilloise. Et merci d'avoir accepté en tout cas cette idée un peu folle de faire cet épisode sur la sexualité. C'est important de faire cet épisode. En tout cas, moi, j'avais très très envie de faire cet épisode. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous, les filles, parce que je trouve, on fait partie de ces mamans, toi, Élise et moi, par exemple, qui se sont énormément renseignées avant, pendant et après la grossesse sur la parentalité et tous ces sujets-là. Jamais, je n'ai entendu parler de sexualité en tant que parent. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que quand tu es dedans, comme tous les autres sujets autour de la parentalité, quand tu es dedans et que tu as la sensation de faire des trucs de travers, tu as l'impression d'être un monstre ou que ça va pas et que c'est la fin du monde et qu'en fait, ma vie, c'est de la merde et c'est à cause de ce bébé. Tu vois, tu peux aller très, très loin en fait dans la psycho. Alors qu'en fait, juste l'entendre une fois que non, c'est OK d'être qui tu es en fait, sans comparaison, sans d'évaluation de ce que tu es, tout va bien. Tout va bien parce que tout le monde est différent et c'est parfait. Merci en tout cas les filles pour cette conversation, c'était vraiment top. Je pense que ça va aider, en tout cas j'espère que ça va aider pas mal de monde. En tout cas on aura passé un bon moment, ça c'est sûr. Voilà, si un petit mot de la fin. Faites-vous kiffer, putain. C'est pas mal, non? Parfait. C'est très bien. C'est parfait. J'aurais pas dit mieux. Et voilà. Merci les filles et puis à bientôt. Ciao. Merci encore à Louise, Pauline et Sylvana pour leur confiance et leur confidence. Et merci à toi d'être entré dans notre bulle pendant cette heure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros.
En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Justine, Cécile et Nadia qui soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elles, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café bien sûr.